La vie est une maladie dont tout le monde meurt. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission À vos droits. Je suis Victoire Bouchet, je suis accompagnée aujourd'hui de Jeanne Ourdequin et Louis Degeorges, élèves du Master 2, droit de la responsabilité médicale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous concernera tous un jour, la mort, enfin plus particulièrement l'accompagnement de la fin de vie. Dans la tragédie de Médée, Énéus écrivait « La mort n'est pas un mal, l'approche de la mort en est un ». Mais alors comment sont appréhendés nos derniers instants de vie ? Plus particulièrement, quels sont les droits du patient concernant sa fin de vie ? Louis, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Existe-t-il un droit à mourir ? Bien, bonjour Victoire et merci pour votre invitation. Pour bien parler de la mort, il faut utiliser le bon vocabulaire. Aujourd'hui en France, on peut lire et entendre de nombreux termes variés tels que euthanasie active, passive, sédation profonde, acharnement thérapeutique, refus de soins. Cela reflète à mon avis la complexité du sujet car il est souvent abordé alors qu'il est pourtant mal défini. Effectivement, il s'agit d'un sujet extrêmement tabou. Le manque de discussion autour de ce thème, pourtant essentiel, mène à des lacunes de connaissances quant à nos droits sur la fin de vie. Pouvez-vous m'éclairer sur une question très particulière de l'euthanasie ? Eh bien, d'un point de vue légal, il n'existe pas de définition de l'euthanasie. Mais on va considérer qu'il s'agit du fait d'administrer un produit létal au patient dans le but de le faire mourir. Cette pratique est considérée pourtant comme un homicide en France. Donc de la même façon, la distinction entre euthanasie active et passive n'a pas lieu d'être, même si les termes sont souvent employés pour différencier les pays ayant autorisé un arrêt des traitements de ceux ayant rendu légal l'aide active à mourir ou le suicide assisté. Donc si je comprends bien, il existe une différence entre l'euthanasie et le suicide assisté. Bien sûr, le principe, oui, mais la différence reste fine. L'euthanasie est un produit létal que le médecin injecte alors qu'il se contente de le procurer au patient lors d'un suicide assisté. On remarque cependant que dans certains pays l'ayant rendu légal, des personnes ne l'utilisent pas nécessairement dans le cadre de la fin de vie du malade. En Suisse, par exemple, les règles ne sont pas subordonnées à l'état de santé du patient. Ainsi, il faut être doué de discernement, s'administrer soi-même la dose létale, et l'aidant ne doit pas avoir de motif égoïste. A contrario, on peut prendre l'exemple de la Belgique, où l'euthanasie est possible, mais uniquement si le patient souffre d'une pathologie incurable. Sa souffrance physique et psychologique doit être insupportable, constante et inapaisable. Donc si je comprends bien, ces deux pratiques sont interdites en France, mais alors comment assurer la dignité de la personne en souffrance lorsqu'elle désire mourir ? Eh bien, il existe depuis la loi Kouchner de 2002 et la loi Leonetti de 2005 deux principes qui guident les pratiques accompagnant les personnes en fin de vie. On retrouve d'un côté la sédation profonde et continue et de l'autre le refus de l'obstination déraisonnable des soins. La loi Leonetti a ainsi instauré un droit au laisser-mourir, c'est-à-dire que le patient en fin de vie peut désormais décider l'arrêt des traitements ou les refuser complètement. Il est question de l'interdiction de l'obstination déraisonnable des soins dans le cas où la personne est en état de manifester sa volonté. Ce droit concerne les personnes en fin de vie au sens strict du terme, c'est-à-dire celles qui sont, je cite, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et durable, selon l'article L 1111-10 et 13 du Code de la santé publique. C'est par exemple le cas d'une personne en phase terminale d'une maladie qui préfère arrêter les soins quitte à perdre de l'espérance de vie. Et alors comment mettons concrètement fin à la vie ? Eh bien, le Code de la santé publique, une nouvelle fois, vient nous éclairer dans son article L 1110-5-2 et dispose qu'il est possible pour le patient de demander une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. Donc pour résumer, l'euthanasie et le suicide assisté sont interdits en France et seul subsiste le droit au laisser-mourir dans le cas où le pronostic vital est engagé. Exactement. Mais que se passe-t-il si le patient n'est pas capable d'exprimer sa volonté, comme c'est parfois le cas ? Jeanne, pouvez-vous nous éclairer ? Que se passerait-il si un patient était victime d'un accident et se retrouverait dans un état comateux ? Merci Victoire, c'est une très bonne question. Eh bien, si le patient n'est pas capable d'exprimer sa volonté, la plupart du temps, ce sont les proches qui doivent décider à la place de celui-ci. Dans les cas les plus compliqués, il y aura une commission éthique
qui se charge de superviser les débats tout en tenant compte de solidarité, de compassion et bien entendu tout en respectant le principe de dignité humaine. Alors, imaginons que je sois moi-même victime d'un accident et me retrouve inconsciente. Hors d'état, donc, de manifester ma volonté. Est-ce que je pourrais potentiellement anticiper les décisions qui seront prises à mon sujet, être acteur des choix médicaux qui me concerneront ? Oui, Victoire, vous pouvez faire quelque chose. Et d'ailleurs, il s'agit de l'une des plus grandes avancées quant à cette fin de vie. Et je parle ici, bien entendu, des directives anticipées. En France, depuis la loi Leonetti du 22 avril 2005, que Louis a déjà évoquée, les directives anticipées permettent à toute personne majeure de mettre par écrit leur dernière volonté. Et en quoi consistent ces dernières volontés plus précisément ? Ces dernières volontés vont venir concerner les décisions médicales à prendre lorsque vous serez en fin de vie, sur les traitements ou encore les actes médicaux qui seront à terme ou non engagés, limités ou qui seront tout simplement arrêtés. Donc, si je comprends bien, ces directives sont un moyen pour les équipes médicales au moment venu d'être informées des divers choix émis en amont de leurs patients qui n'est pas capable d'exprimer ce qu'ils souhaitent. En réalité, Victoire, c'est bien plus que cela. Si vous voulez, depuis février 2016, une nouvelle loi portée par les députés Claes et Leonetti marque une avancée. Les directives anticipées sont désormais opposables aux médecins ou tout autre professionnel de santé. Cette opposabilité renvoie au fait que personne ne pourra passer outre vos directives, sauf dans 2 cas exceptionnels prévus par la loi, c'est-à-dire en cas d'urgence vitale, ou encore lorsque vos directives paraissent manifestement inappropriées ou non conformes à votre situation médicale. Alors je comprends bien en quoi cela est une avancée majeure, puisqu'elle permet d'éviter aux proches, à l'entourage de la personne, d'éviter de prendre des décisions extrêmement difficiles. Mais toutefois, je suis tout à fait étonnée puisque j'en ai jamais entendu parler. En effet, Victoire, même si ces directives sont accessibles à tous, sur Internet par exemple, on déplore une mauvaise information du public, malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation et surtout malgré l'importance capitale de cette possibilité. D'ailleurs, lors d'un récent sondage de 2021, effectué par notre Master 2, parmi un panel de 716 personnes, de tout âge et genre, ayant répondu anonymement à la question « Avez-vous déjà entendu parler des directives anticipées ?», 44,6% ont répondu par la négative. C'est ainsi que je vous remercie, vous et cette émission, à vos droits, de me laisser la chance de pouvoir faire la promotion de ces directives anticipées, car en parler de cette fin de vie, c'est déjà s'en occuper. Eh bien, merci beaucoup Jeanne et Louis pour votre présence et vos réponses. J'espère que cette émission vous aura plu et aura répondu aux questions que vous aurez potentiellement pu vous poser. Nous vous remercions pour votre invitation, Victoire. Merci Jeanne, merci Victoire. À bientôt.